Dans une large mesure, cela est aussi vrai de l'appartenance religieuse, même si plus tard dans la vie, parfois, mais pas toujours, parce que ça dépend à quelle religion vous appartenez, la possibilité de quitter le groupe d'appartenance devient plus grande que dans le cas de l'appartenance ethnique ou nationale. À l'opposé, on décide de devenir communiste, républicain, libéral ou membre d'un parti politique quelconque. Donc l'idée, c'est que si vous appartenez à un tel groupe auquel vous n'avez pas le choix, et donc vous ne pouvez pas quitter, vous êtes plus facilement victime. Deuxième différence importante. Lemkin considère que les efforts des assassins pour détruire la culture du groupe qu'ils attaquent constituent une dimension fondamentale d'un génocide. Ces destructions culturelles ne sont, selon lui, en rien accidentelles, périphériques ou simplement la conséquence indirecte de la destruction des membres du groupe. Pour Lemkin, la dimension culturelle du phénomène est fondamentale, car c'est elle qui justifie, jusqu'à un certain point, définit la particularité du crime de génocide et justifie l'introduction d'une nouvelle catégorie légale pour des actes qui, pris individuellement, étaient tous déjà condamnés par le droit. Parce que ça, c'est un problème qui s'est posé dès l'origine, c'est que les actes qui font le génocide, tous pris individuellement, c'est des crimes, pas de problème. Alors, pourquoi introduire un concept de génocide en plus? C'est ça la question qui s'est posée. Quel était l'avantage? En effet, comme le montre bien Karen Smith dans un livre qui s'appelle « Genocide and the Europeans », qui est un livre qui trace l'histoire de ce qui est devenu le concept, c'est très intéressant, comment a été utilisé le concept de génocide, le concept légal, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à 2010 à peu près. En effet, comme le montre bien Karen Smith, au moment où la Convention a été adoptée, le sentiment dominant chez les juristes était que la nouvelle catégorie, celle de génocide, était inutile, redondante, qu'elle n'apportait rien de nouveau et n'identifiait aucun crime qui n'était pas déjà couvert soit par les lois sur les crimes de guerre, soit par les lois sur des crimes contre l'humanité. Or, pour Lemkin, une des caractéristiques des génocides, et en particulier de celui qu'il a sous les yeux en Europe durant la Seconde Guerre, est qu'il ne s'agit pas simplement de tuer des personnes, mais de détruire un groupe, une partie de l'humanité, caractérisée par une culture particulière et des apports particuliers à notre histoire commune. Donc c'est bien ça l'idée. C'est l'idée que ce n'est pas juste tuer des personnes, c'est détruire un apport culturel, un apport à l'humanité qui est représenté par, entre autres, par les créations, les inventions culturelles. Lorsqu'on tient compte de cette dimension culturelle du génocide, un génocide n'implique pas nécessairement la mise à mort d'un grand nombre de personnes. Si vous suivez Lemkin, du moins jusqu'à un certain point, si vous suivez le concept. On peut empêcher un groupe de se reproduire en stérilisant ses membres, en interdisant l'usage de sa langue, de sa religion, en abolissant ses institutions, en détruisant sa mémoire culturelle, en l'expulsant de son territoire, en disséminant ses membres au sein d'une population beaucoup plus nombreuse. Les pratiques de ce genre sont ce que Lemkin vise lorsqu'il parle de destruction culturelle dans The Access Rule in Occupied Europe. Il s'attarde longuement aux législations mises en place par les Allemands dans les territoires occupés afin de montrer comment ces législations visent l'équilibre démographique entre les populations d'origine allemande et les autres. Il faut entendre ici la culture, telle que, au sens de Lemkin, au sens des institutions, des mœurs, des pratiques qui structurent la vie quotidienne du groupe. Pour Lemkin, c'est précisément cette destruction culturelle qui signe la disparition finale du groupe. Combien de gens sera-t-il nécessaire de tuer afin d'arriver à détruire un groupe de cette manière? Cela dépendra de la résistance du groupe, de sa taille, de sa distribution géographique, du rapport démographique avec le groupe dominant, de la façon dont ces politiques seront mises en œuvre, bref, d'un ensemble de facteurs contingents. Historiquement, on connaît plusieurs manières différentes d'atteindre cet objectif. Ainsi, par exemple, les Grecs anciens, après avoir conquis une cité ennemie, parfois, pas toujours, tuaient tous les mâles en âge de combattre. Ils réduisaient les femmes, les enfants et les vieillards en esclavage, puis repeuplaient le territoire conquis avec des citoyens de la cité victorieuse. Ils détruisaient le groupe comme tel, mais sans pour autant exterminer tous ses membres. Ces esclaves, donc, qui étaient les femmes, les enfants et les personnes âgées,
étaient par la suite vendus, mis sur le marché des esclaves. Ils étaient disséminés entre plusieurs localités différentes, achetés par des habitants de diverses cités qui n'avaient souvent guère à voir avec la cité qui les avait vécues. Ils étaient mis sur le marché des esclaves, quelqu'un d'autre les achetait. Dès lors, ceux qui hier encore faisaient partie d'un groupe, les citoyens d'une même ville, devenaient des individus isolés, séparés les uns des autres, sans identité, n'appartenant plus à aucun groupe, mais seulement à un maître. Comme l'a bien montré Claude Meillassoux, une des caractéristiques de l'esclavage, c'est qu'il réduit, qu'il efface les relations sociales qui existaient auparavant entre ceux qui deviennent esclaves et interdit la mise en place de nouvelles relations sociales normales, c'est-à-dire des relations familiales, tribales ou claniques. L'esclave ne fait plus partie d'aucun génos, d'aucun peuple. Il ou elle a été arraché au sien, qui a parfois été détruit, mais pas toujours. Il est étranger à celui du maître, au peuple du maître, au génos du maître. L'esclave est personne parce qu'il n'appartient à aucun groupe. De ce point de vue, l'esclavage peut être compris comme une forme institutionnalisée de pratique génocidaire généralisée et permanente. Permanente dans la mesure où il n'y a pas de moment où la pratique peut s'arrêter parce qu'elle aurait atteint son but. C'est le problème de l'esclavage, ça ne s'arrête jamais, on recommence toujours. Le plus souvent, le but des esclavagistes n'est pas de détruire un groupe particulier en entier. Dans l'exemple précédent, l'esclavage constituait une conséquence indirecte de la volonté politique et militaire de la destruction du groupe. Cependant, la situation est différente lorsque l'esclavage lui-même est le but de l'entreprise violente. En général, l'objectif n'est pas de détruire en entier le groupe auquel on soustrait des esclaves, mais simplement de le parasiter le groupe, de le traiter comme une réserve, comme un troupeau qu'on exploite selon les besoins. L'esclavage est une pratique généralisée dans la mesure où elle ne vise pas, du moins pour le monde antique, un groupe particulier. Et d'une certaine façon, les esclavagistes modernes aussi, malgré les apparences contraires, ne visaient pas non plus un groupe particulier. Plus précisément, le groupe visé, les Noirs, les Africains, ne constituait un groupe unique que pour les esclavagistes. Ces victimes, elles, appartenaient à des groupes différents, distincts par la langue, la tradition, la religion. C'est l'esclavage qui les a transformés, en un sens, en membres d'un groupe unique d'individus qui avaient été privés de leur être-groupe. L'esclavage détruit le groupe, n'importe quel groupe, dans la personne de ses membres. Ce qui est visé, ce n'est pas tant le groupe lui-même, ce n'est pas le fait du groupe, ni même de tuer les membres, c'est l'être-groupe qui constitue la condition normale de chacun d'entre nous. Le concept de génocide implique l'intention de détruire le groupe en partie ou en entier. Si on accepte que le but poursuivi par les esclavagistes est de détruire le groupe comme groupe dans la personne de ses membres, mais sans pourtant les tuer, l'esclavage semble, sinon être une forme de génocide, du moins quelque chose qui s'y apparente fort. Il s'en distingue cependant, du moins dans les cas où l'objectif n'est pas la destruction du groupe en tant qu'il est tel groupe, par la réduction de ses membres à l'esclavage, mais la destruction de, pour ainsi dire, l'être de groupe des individus réduits en esclavage. Pour le dire autrement, c'est parce que l'esclavage est une pratique génocidaire permanente et généralisée que ce n'est pas vraiment, en essence, un génocide, mais certainement quelque chose d'étroitement apparenté. En fait, les esclavagistes qui traitent les populations où ils font des razzias comme des troupeaux d'animaux domestiques ou comme des bêtes qu'ils chassent ont intérêt à ne pas épuiser leurs ressources. Ils nient néanmoins le droit à l'existence du groupe en tant que groupe. Alors, autre exemple complètement différent, les anciens Mongols pratiquaient eux aussi entre les clans des exterminations de groupes comme telles, mais qui n'impliquaient pas la destruction de tous leurs membres. Après une guerre entre clans, un clan vaincu était parfois complètement et définitivement éradiqué. Ils n'existaient plus. L'opération, cependant, ne supposait pas la mise à mort de tous ou même de la plupart des membres du clan vaincu. Souvent, très peu de membres étaient visés. Les chefs principaux du clan seulement étaient tués.
Puis, toutes les autres familles membres du clan étaient réparties entre les différents autres clans. Et chacune devenait membre de tel ou tel clan. Alors on prenait les gens, vous allez maintenant appartenir à tel clan, vous à tel autre, vous à tel autre, vous à tel autre. Le clan vaincu avait disparu. Il n'existait plus, mais les membres du clan vaincu n'étaient ni exterminés, ni réduits en esclavage. Ils étaient distribués, disséminés entre les différents clans, au sein desquels ils étaient absorbés. Au début, les nouveaux vaincus, anciens ennemis, étaient souvent traités dans leur nouveau clan comme des individus de classe inférieure, citoyens de deuxième zone. Mais après quelque temps, s'ils se révélaient bons compagnons et fidèles au nouveau clan, ils devenaient membres à part entière du clan, au même titre que les autres. Par contre, leur clan d'origine n'existait plus, il avait définitivement disparu. Il avait été détruit en tant que tel. C'est une pratique assez intéressante, si vous voulez mon avis. Curiosité culturelle amusante. Est-ce que ces anéantissements de clans ennemis constituaient des génocides? Il s'agissait bien de détruire un groupe comme tel, de réduire à néant ses institutions, de rendre impossible sa reproduction, d'effacer sa mémoire culturelle au sens propre, parce que le clan n'avait plus existé, il n'avait plus à avoir de mémoire, il n'aurait plus d'ancêtres, il aurait pu... Parce que c'est des sociétés où la mémoire culturelle est liée à prendre soin des ancêtres. Le clan n'existe plus, plus d'ancêtres, plus rien. Maintenant, vos ancêtres, ça vient ceux du nouveau clan. Mais sans tuer tous ses membres, ni exercer contre eux excessivement de violence physique. Alors voilà la question. La question ne renvoie pas simplement à quelques curiosités historiques disparues depuis longtemps. Alors, je passe à un autre exemple, mais qui, d'après moi, est un peu parent. Plusieurs pays, entre autres le Canada et l'Australie, ont, il n'y a pas si longtemps, eu une politique qui consistait à retirer les enfants des familles autochtones. Dès que l'occasion se présentait, pauvreté, négligence parentale, abus parentaux, même mineurs, drogue, alcoolisme, meurtre dissolu, le moindre prétexte était bon. Les enfants étaient retirés de leur famille d'origine, puis on les plaçait et on les faisait élever soit dans des familles blanches, soit dans les écoles dites résidentielles. Le but étant d'assimiler progressivement l'ensemble de ces groupes au sein de la population dominante. Donc, de les faire disparaître comme groupe. Hein, c'est pas compliqué. On les faisait disparaître comme groupe en assimilant les enfants et en empêchant la reproduction du groupe. Donc, les faire disparaître comme groupe en acculturant les enfants. Un processus qui était lent et progressif, mais qu'on imaginait relativement doux et indolore, et surtout à l'avantage de tout le monde. Les Autochtones, les premiers, étaient ces tentatives de génocide. Alors pourquoi c'était à l'avantage de tout le monde? Parce que tout le monde disait, mais vous voyez, ces pauvres enfants, ils vivent dans des familles pauvres, leurs parents ne sont pas éduqués, et on va juste reproduire cette société de deuxième zone. On va maintenant les bouffer, pour ainsi dire, on va les assimiler dans la société dominante, et puis ensuite, ils seront beaucoup mieux. Ça sera mieux pour tout le monde. Évidemment, ça ne sera peut-être pas mieux pour les parents de se faire enlever leurs enfants. Mais ça, on n'y payait pas trop attention. Mais c'était ça le point de vue. Alors, est-ce que c'était des génocides? La réponse n'est pas évidente. Mais si on considère que l'effort pour détruire le groupe en tant que tel, en tant que groupe, en abolissant ses institutions culturelles et ce qui constitue le cœur du concept de génocide, alors il est clair qu'il existe plusieurs manières de commettre un génocide, différentes façons qui n'exigent pas toutes de verser beaucoup de sang. En fait, au Canada, le président, parce qu'à cause de ça, au Canada, il y a une commission qui s'appelle Vérité et Réconciliation. De la commission Vérité et Réconciliation, le juge Murray Sinclair vient de qualifier le traitement des enfants aborigènes dans les écoles résidentielles de génocide culturel. Ah, il l'a dit, lui, le président de la commission. Mais le président de la commission, ce n'est pas encore le gouvernement du Canada. On verra ce qui va se passer. L'exemple mongol met aussi en évidence les limites du critère généralement retenu pour justifier la restriction du concept de génocide à certains groupes particuliers, les groupes sociaux, ethniques et religieux. Le critère, je me rappelle, le critère qui était retenu, c'est que vous ne pouvez pas quitter le groupe. Hein, et vous n'êtes pas membre de ce groupe par votre choix, mais l'argument est que ces groupes, hein, qui sont victimes de génocide, sont des associations involontaires dont l'entrée se fait le plus souvent, sinon exclusivement par la naissance, et qu'il est très difficile, voire impossible de quitter. L'impossibilité de quitter le groupe et le fait
que les individus sont identifiés comme membres du groupe indépendamment de leur volonté, les rendrait ces groupes plus vulnérables, et les individus, par rapport à ceux qui se réclament de tel ou tel parti politique, lesquels sont choisis, lesquels individus ont choisi de les rejoindre et sont libres de les quitter. Les membres de ces groupes, quasi culturels que sont les groupes nationaux, ethniques ou religieux, ne sont en rien responsables de leur appartenance au groupe persécuté et sont incapables de s'en détacher. Ils seraient donc à la fois plus vulnérables, plus facilement victimes que les membres des associations volontaires qui peuvent, s'ils le veulent, changer de camp. Alors ça, c'est la thèse, c'est comme ça qu'on présente la chose. Or, la pratique des anciens Mongols montre que même une appartenance aussi naturelle que celle du clan au sein duquel une personne est née est essentiellement socialement déterminée. Parce que vous appartenez à un clan, alors on va changer ça. Vous appartenez plus à un clan. Ce n'est pas juste un truc naturel. Ce qui rend les individus plus ou moins vulnérables à la violence de groupe, ce qui leur ouvre ou ferme la possibilité de quitter le groupe persécuté, n'est pas une caractéristique intrinsèque du groupe qui viendrait contraindre la liberté individuelle, mais les pratiques sociales, et en particulier des pratiques imposées par les groupes dominants. L'impossibilité de quitter le groupe. Je veux dire, un autre exemple historique de ça, qui est très particulier et très net, c'est en Espagne, quand on a expulsé les Juifs et les musulmans, on leur a donné le choix d'être expulsés ou de se convertir. Alors, il y en a plein qui sont partis, puis il y en a plein qui sont convertis. Mais un siècle après, ceux qui s'étaient convertis, on a dit « Ah non, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Et maintenant, on va vous expulser. » Ce qui prouve bien que c'est vraiment la pratique, c'est une pratique sociale qui impose cette impossibilité de choix, si vous préférez, beaucoup plus qu'une caractéristique de certains types de groupes. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'arbitraire à réduire à des groupes ethniques, à des groupes ethniques ou religieux ou linguistiques. Parce que même si c'est vrai qu'une civilisation ne veut pas s'enfuir, on peut aussi les sortir si simplement la pratique sociale dit « ouais, on ne va pas en tenir compte ». Alors, meurtre et culture, voilà le deuxième sujet. Comme nous venons de le voir, prendre en compte la dimension culturelle du crime suggère qu'il peut y avoir des génocides sans grande effusion de sang. Cependant, la position originale de Raphaël Lemkin lui-même semble avoir été un peu différente, à savoir que l'idée, alors pour lui, le concept, l'idée de génocide, suppose la conjonction de l'extermination physique des individus membres du groupe et de la destruction des moyens culturels et ou biologiques de reproduction du groupe. Donc, le génocide, c'est les deux choses à la fois. La destruction des institutions et de la mémoire culturelle du groupe peut être vue comme le signe de l'intention de détruire le groupe, mais surtout, elle constitue une atteinte irréversible à la survie du groupe en tant que groupe. Et en fait, démographiquement, les populations persécutées rebondissent assez rapidement si leur culture reste assez vivante. Ça, on le sait. Par contre, les populations assimilées disparaissent, leur origine se perd, et les populations dont la culture ont été trop fortement endommagées vivotent comme telles, culture en lambeaux, aux limites de l'assimilation. La destruction culturelle est de loin plus efficace et plus facile que l'extermination physique de tous les membres afin de s'assurer qu'un groupe ne renaîtra pas de ses cendres. Le crime de génocide, tel que le pense Lemkin, plus encore que par la conjonction, est défini par l'association systématique de l'annihilation physique et de l'effacement culturel. La particularité de l'événement est que le concept de génocide cherche à saisir, c'est précisément celle qui unit ces deux processus de destruction. C'est vraiment ça pour Lemkin, un génocide. La convention de la prévention contre le génocide en séparant ces deux aspects. Parce que dans la Convention, il n'est pas du tout question de la dimension culturelle. Donc on a complètement séparé les deux aspects. En séparant ces deux aspects, car il n'est plus question de destruction culturelle dans la Convention, a créé une situation instable où il est difficile de savoir exactement en quoi le génocide constitue un crime particulier, différent, distinct des autres crimes contre l'humanité, et de comprendre pourquoi certains groupes sont protégés plutôt que d'autres ou plutôt que tous. Donc, en séparant ces deux trucs, là, on a fait quelque chose d'assez particulier. Dans le concept original de Lemkin, il y a une véritable imbrication des deux dimensions,
qui sont moins présentes, et cette imbrication qui est beaucoup moins présente dans le concept légal international. Alors, ces deux dimensions, c'est l'indétermination quant au groupe potentiellement victime. Pour Lemkin, il n'y a pas d'idée a priori que ça va s'arrêter à tel ou tel groupe. Il y a une indétermination. Ça va se voir empiriquement, si vous préférez. Et l'aspect culturel de la destruction et de la persécution. Les victimes du génocide, pour Lemkin, sont culturellement définies, et la différence culturelle est ce qui, à leurs yeux, c'est-à-dire justifie la violence des assassins. Aux yeux des assassins, ils justifient leur propre violence. Il ne faudrait cependant pas croire que cette différence est simplement donnée d'avance, car elle est au contraire construite dans la répression qui s'abat sur les victimes. C'est la violence qui donne aux dimensions culturelles leur valeur négative et infamante, plutôt que l'inverse. La violence construit les différences négativement en les niant. Ces différences n'ont pas besoin d'avoir existé précédemment, il suffit de les faire exister en les niant. Cela peut paraître paradoxal, mais en vérité ne l'est pas. Un exemple qui me semble-t-il est tout à fait parlant. Les nazis ont institué des ghettos qu'ils ont par la suite détruits. S'ils ne les ont pas toujours créés de toutes pièces, mais ils l'ont souvent créés de toutes pièces, ils les ont au moins créés comme ensemble de différences infamantes qui justifiaient à leurs yeux, et à ceux de plusieurs d'autres, leur élimination subséquente. Et donc on crée une différence qu'on utilise ensuite comme raison pour détruire cette différence. Tenir compte de la différence, de la dimension culturelle, permet d'aborder autrement la question du groupe persécuté. Alors maintenant, je vais prendre un autre exemple qui a aussi posé beaucoup de problèmes, qui est celui du génocide cambodgien. La question qui s'est posée et qui se pose encore parmi les spécialistes, c'est faut-il appeler ça un génocide? Alors le génocide cambodgien fait problème aux experts précisément parce que la question se pose de savoir quel groupe a été visé par les tueurs. Certes, les membres des minorités Cham, chinoises et vietnamiennes au Cambodge, c'est trois groupes minoritaires, les Cham, qui sont un groupe ethnique de la région, les Chinois et puis les Vietnamiens, ont été particulièrement ciblés par les Khmers rouges. Ça, c'est vrai. Cependant, les Cambodgiens Khmers de souche ont été de loin les plus nombreuses victimes du régime de Pol Pot. Un groupe national peut-il se prendre lui-même comme cible d'un génocide? Voilà la question. Afin de tenter de résoudre ces difficultés, certains ont parlé de politicide cambodgien. D'autres ont introduit le concept, me semble-t-il étrange, d'autogénocide. Si on tient compte de la dimension culturelle des destructions commises par les Khmers rouges, ce qu'ils tentaient de détruire semble assez clair. Le passé. Non pas tant ou seulement le passé en tant qu'il survit, figé dans des monuments ou des édifices, que le passé tel qu'il vit dans le présent des règles, des traditions, des institutions qui structurent la vie quotidienne. La religion, la famille, le marché, l'éducation, la langue. Il fallait détruire, réformer tout ce qui avait pu caractériser le régime précédent. Étaient victimes tous ceux qui, soit par leur personne, par exemple moines bouddhistes, soldats du régime précédent, intellectuels, soit par leur comportement, témoignaient de ce passé, l'entretenaient. Afin de ressusciter la pureté mythique d'un antique empire ou d'un antique peuple khmer, les Khmers rouges visaient à détruire le passé vivant de la société cambodgienne, ce qu'on appelle sa culture. En détruisant cette culture, on empêcherait ce passé de perdurer et de renaître. C'est très clair, c'est ça le but. Ni le passé, ni la culture ne sont des groupes distincts, dira-t-on, oui, évidemment. Effectivement, mais le passé, la culture du passé, a ses représentants, ses acteurs. Et ceux-ci forment un groupe, même si ce n'est qu'un groupe statistique plutôt qu'une partition naturelle de la population. Alors, qu'est-ce qu'un groupe statistique? Un groupe statistique est en fait un ensemble mathématique qui comprend un certain nombre d'individus selon un critère quelconque. Par exemple, avoir un salaire supérieur à tant d'euros, avoir 3 grands-parents juifs, porter des lunettes. Parce que les Cambodgiens, les Khmers rouges, s'en prenaient beaucoup aux gens qui portaient des lunettes, parce que porter des lunettes, c'était un signe d'éducation. Et donc, c'était des mauvais, c'était des bourgeois et des intellectuels, c'était des gens dont il fallait se débarrasser. Alors, porter des lunettes, c'était vraiment une très, très mauvaise idée. Alors, il ne fallait pas aller au Cambodge à cette époque-là si vous étiez myope. Porter des lunettes ou encore être ennemi de la classe ouvrière.
De tels groupes sont des groupes statistiques parce que leurs membres n'ont pas nécessairement de relation entre eux et qu'ils n'existent comme groupe que par l'opération qui cherche à les dénombrer. Voyez-vous, ce que j'appelle un groupe statistique, c'est par exemple, vous dites, tous les gens en France qui ont un revenu plus que tel tant d'euros par année vont payer tant d'impôts. Ben, tous les gens en France qui ont un revenu plus que tant d'euros, c'est un groupe, mais c'est un groupe statistique. Et pourquoi c'est un groupe statistique? Parce qu'il n'y a pas d'autre critère qui les forme groupe que le critère qui consiste à dire les gens qui gagnent plus que tant d'euros. Parce que les gens ils ne se connaissent pas nécessairement entre eux, ils n'ont pas de rapport particulier nécessairement entre eux. Ils sont juste, et vous pouvez dire la même chose pour le nombre de gens qui ont tant d'années d'éducation, et ainsi de suite. Les Khmers rouges ont tenté d'exterminer un groupe statistique, et c'est pourquoi la forme d'annihilation culturelle pratiquée par eux pousse à l'extrême. La démarche consiste à faire exister le groupe en tentant de le détruire. Qu'il s'agisse du génocide arménien, de l'Holocauste perpétré par les nazis, du génocide des Tutsis au Rwanda, ou des crimes des Khmers rouges, dans tous les cas, le groupe à éliminer est vu comme un ennemi intérieur. Ça, c'est toujours le cas. Un ennemi d'autant plus dangereux et retors qu'il se fait passer pour un ami, que ses membres sont aisément capables de se dissimuler, de passer inaperçus au sein de la population. Ainsi, une grande partie des mesures prises à l'encontre de ces minorités, avant le commencement du génocide proprement dit, c'est-à-dire avant qu'on ne passe au stage de l'extermination physique, visent à les rendre visibles. Les lois raciales de l'Allemagne nazie, l'inscription de la mention Tutsi ou Hutu sur les documents d'identité au Rwanda rendaient visibles, aisément repérables, ces autres qui pourraient autrement se cacher à l'insu de tous et passer pour des bons Allemands ou des Hutus. Le génocide arménien est l'exception qui confirme la règle. Il a eu lieu avant, mais c'est l'exception très ambiguë, parce qu'il a eu lieu avant que les nouvelles lois qui abolissent les millets établissent l'égalité de tous les citoyens et qu'elle n'ait le temps de transformer dès lors les Arméniens en simples minorités invisibles, c'est-à-dire en des Turcs semblables à tous les autres. C'est ça qu'il fallait éviter, entre ces ennemis invisibles. Les Khmers rouges ont poussé cette logique paranoïaque à l'extrême, jusqu'à l'absurde. L'ennemi est si bien caché, pour les Khmers rouges, à tel point invisible qu'il ne forme même pas un groupe repérable. Pourtant, il existe. En étant vigilant et systématique, il sera possible de les faire sortir de leur tanière et de les exterminer tous. Dans ce dernier cas, est-ce un génocide? Au point de vue légal, vraisemblablement non. Mais il est clair que socialement, nous avons affaire à un phénomène étroitement apparenté. Il y a bien un groupe qu'on a cherché à exterminer, même si ce n'est qu'un groupe où il s'agit d'un groupe statistique. Alors, une remarque sur les groupes statistiques. Les groupes statistiques ne sont pas de simples créations de l'esprit. Ils existent certainement. Les groupes définis par le revenu, le nombre d'années d'éducation, le type d'emploi, le lieu de résidence, forment la pierre de touche de toutes les politiques sociales et économiques des États modernes. C'est comme ça qu'on construit nos législations. Or, dans tous ces groupes sont des groupes statistiques. Les groupes statistiques sont d'autant plus importants aux États modernes que ceux-ci, ces États modernes, veulent éviter toute forme de discrimination raciale, ethnique ou religieuse. Les groupes statistiques se présentent comme la réponse rationnelle et égalitaire au danger de ces formes de discrimination. La tragédie cambodgienne attire notre attention sur le fait qu'un groupe ou quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup, qu'un génocide ou quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup, peut se dérouler sans jamais faire référence à aucune des catégories protégées par la Convention et par la plupart des législations nationales. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'approche de la fin. Nous mourrons tous tôt ou tard, et pourtant les groupes perdurent. Ils survivent à notre disparition, les groupes, parce que nous ne mourrons pas tous, jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, en même temps. On meurt de façon successive. Et parce qu'il y a transmission et continuité culturelle entre les générations. La survie du groupe exige deux conditions, l'étalement dans le temps de la disparition des membres du groupe et la continuité culturelle.
Le génocide, tel que le comprend Lemkin, vise les deux aspects à la fois, à faire mourir en même temps tous les membres du groupe et à empêcher toute transmission culturelle. Le génocide, pour ainsi dire, met toutes les chances de son côté, afin de réussir, de s'assurer qu'après coup, les choses seront différentes, que le problème ne se posera plus. C'est pourquoi, selon Lemkin, le génocide est un exercice de violence différent et distinct de la guerre, et pourquoi les États sont parfois prêts à perdre la guerre pour gagner le génocide. En effet, on sait que tant les nazis que le gouvernement provisoire Hutu ont intensifié le génocide, augmenté la cadence des meurtres au fur et à mesure qu'ils devenaient convaincus qu'ils allaient perdre la guerre. Il fallait se dépêcher, il ne restait plus beaucoup de temps, comme s'il était plus important de terminer le génocide que de gagner la guerre, même si la guerre, comme le montre très bien Yves Ternon, constitue dans les deux cas à la fois l'occasion et le contexte de justification du génocide. Sans guerre, selon lui, pas de génocide. Néanmoins, les génocidaires sont prêts, pour ainsi dire, à sacrifier la guerre au génocide. Quel avantage peut-il y avoir à terminer le génocide si on perd la guerre? La seule réponse rationnelle possible est que dans l'esprit des génocidaires, le génocide s'en prend à la cause de la guerre. Pour eux, une fois le génocide terminé, on aura mis fin à ce qui constituait la raison, la cause de la guerre. Alors, dans les discours d'Hitler, ça c'est parfaitement, c'est partout. Hein. Et pour le dire, ou pour